Alors, et sinon, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas mentionné ici, donc je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Donc, on va essayer de décider est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist de manière générale en se basant sur les chiffres. Donc, si ces chiffres-là méritent notre attention, je rappelle toujours ici, comme d'habitude, que avant d'acheter une quelconque quantité, il faut faire parler ces chiffres-là. Donc, il faut lire les rapports financiers, écouter les conférences calls, sinon acheter un ETF et rester tranquille. Maintenant, du point de vue sur ce business, nous avons une croissance des revenus. OK. Première chose qu'on regarde généralement ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. On a une croissance des revenus, je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, grosse margin ici, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on a quelque chose de stable ou bien décroissant? On a quoi? On a quelque chose qui ressemble à peu près à 60% par là, donc 59. Je cherche avant tout la stabilité. J'aime ce que je vois. Maintenant, marge EBITDA, est-ce que les marges EBITDA sont également stables? Donc, du point de vue marge EBITDA, on voit ici on a eu une pression sur les dernières, donc on avait du 23% en moyenne, 22,5 par là. Et là, à partir de 2019, la pandémie étant passée par là, etc., on a eu du 20%. Mais attention, on a également constaté une accélération. La question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que cette entreprise a fait une acquisition? Et je vois qu'il y a une grosse acquisition en 2021. Et donc, ça peut expliquer une partie de l'impact sur les revenus ainsi que sur les marges. Parce que quand on fait une acquisition, parfois, peut-être qu'on a fait l'acquisition d'un business ici qui n'avait pas d'énormément de marge, mais qui avait un chiffre d'affaires très élevé, de telle sorte que le chiffre d'affaires aura tendance à croître rapidement, mais les marges auront tendance à être sous pression. Tout simplement parce que la nouvelle entité, enfin, le business dont on fait l'acquisition ici n'a pas encore a des marges inférieures à ce que nous on avait précédemment. Mais peut-être également on l'achète parce qu'on pense qu'on va pouvoir augmenter les marges derrière. Donc pour quelqu'un qui investit sur ce genre d'entreprise, la question à se poser c'est qu'est-ce qu'on a acheté et quelle est la stratégie derrière. OK? Donc, on ne peut pas tirer une conclusion sur les marges ici si on regarde juste la marge but, les marges EBITDA. Il faut également regarder les marges de free cash flow. On a un free cash flow ici qui est plutôt stable, contrairement à l'information qu'on avait sur les marges brutes, les marges EBITDA ici. On a plutôt une stabilité. Ça sous-entend quoi? Si je prends les marges nettes ici, je les compare également. Je vois qu'on a également une légère pression sur les marges nettes parce qu'avant, on avait du 11 points, voilà, du 11,2%, 11, disons 11 points, presque 12% par là. Et là, on se retrouve avec combien? Inférieur, moins que 9%. Donc, les marges nettes sont sous pression. Pourtant, les marges de free cash flow sont plutôt stables. OK? Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que ces marges-là sont stables? Est-ce qu'il y a beaucoup de dépréciation, amortissement? Est-ce qu'il y a beaucoup de charges non financières? Est-ce que c'est une affaire, un élément qui est lié au BFR, aux besoins en fonds de roulement? Donc, il faut savoir à quoi ressemble, quel est le calcul des free cash flow? Qu'est-ce qui pourrait impacter négativement ou positivement les free cash flow? Il ne faut pas juste s'asseoir et dire que non, les free cash flow, non. Il faut connaître le calcul de l'élément en question. Comme ça vous permet de mieux l'analyser, de mieux interpréter les chiffres. Par exemple, vous avez vu la marge brute. Elle est stable. Marge EBITDA en légère décroissance. Marge nette en légère décroissance. Je parle du point de vue pourcentage, pas du point de vue volume. Mais la marge de free cash flow raconte une histoire totalement différente. On a plutôt une stabilité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut sans doute dire ici que on a énormément de dépréciations, on a énormément de, soit on a des charges non financières exceptionnelles et de manière récurrente, soit on a une dépréciation amortissement plus élevée qu'on ne consomme pas en totalité au niveau de la dépense en capital. Juste comme ça. Donc, cet exercice-ci est enfin, la base pour avoir ce genre de... pour à peu près... pour vous aider à mieux avoir ce type de raisonnement. Je ne dis pas que c'est le meilleur ici, ni quoi que ce soit, vous faites ce que vous voulez. C'est de connaître à peu près, lire un bilan financier. En tout cas, connaître à peu près les différents états financiers. Compte de résultats, bilan, tableau de flux de trésorerie. Les trois sont liés. Quand je parle de l'EBITDA, je sais que c'est le compte de résultat. Quand je regarde la marge de but sur le compte de résultat, free cash flow sur le tableau de flux de trésorerie. OK? Et quand on va parler de BFR, on aura un impact, de toute façon, le tableau de flux de trésorerie, un impact directement ici avec le bilan. Bref, c'est important. Pour ceux qui ne sont pas encore à ce niveau, etc. Vous avez le bootcamp, les amis, tout en description de la vidéo. Et n'oubliez pas également, pour ceux qui veulent continuer la discussion ici, vous avez le lien vers le school. Et pour les autres ici, on reste sur YouTube. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la valorisation? On commence d'abord par la dette nette ici. Dette nette sur EBITDA, ça donne quoi? On veut quelque chose inférieur à 5. On a du 1,6, donc c'est une entreprise qui a les moyens de payer sa dette ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? J'aime bien regarder la dette nette du point de vue volume.
histoire de voir à peu près avec les free cash flow qu'on dégage, en combien d'années on pourrait repayer la dette ici. Je vois à peu près, parce qu'on rembourse la dette avec les free cash flow, on ne rembourse pas la dette avec l'EBITDA. OK? L'EBITDA, c'est juste un raccourci. 10,9 divisé par 3,8 ici, ça donne à peu près aux alentours de en moins de 3 ans par là. C'est intéressant. De toute façon, moi, je cherche, en moins de 10 ans, c'est déjà intéressant pour moi. OK? Donc, imaginez en 3 ans. Donc, je ne peux pas dire ici que l'entreprise est endettée de manière générale. Rachat d'actions? Pas du tout. Sur les 5 dernières années, on a plutôt une augmentation du nombre d'actions, mais n'oubliez pas, on a fait des acquisitions, etc. Mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas les entreprises qui rajoutent de nouvelles actions ici. J'aime plutôt le rachat d'actions. Mais pour la défense ici de EssilorLuxottica, il faudrait regarder est-ce que mes EPS augmentent par action. S'ils augmentent, tant mieux pour moi. Enfin, s'ils sont au moins stables, c'est déjà une bonne chose. Parce que s'ils diminuent parce qu'on augmente le nombre d'actions, ça, ce n'est pas bon. Bref, maintenant. Combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer pour ce genre d'entreprise? Moi, directement, je peux voir ici que je ne paierai pas plus de 20 fois, enfin, 20, 25 fois les bénéfices. Vendeur d'équipement, voilà, c'est pas des équipements, je sais que c'est lié avec l'ophtalmologie, etc. J'aime bien le modèle d'affaires qu'ils ont ici, mais on s'entend qu'on ne paye pas n'importe quel prix ici. Vous pouvez acheter une entreprise extraordinaire ici, mais si vous l'achetez à un mauvais prix, ça sera un mauvais investissement. Comme vous pouvez acheter une entreprise médiocre à un prix extrêmement bas et ça pourrait être un très bon investissement. Et donc, vu que nous, on veut acheter des entreprises intéressantes, extraordinaires, et également les garder pendant très longtemps, le prix est déterminant pour nous. Donc, on ne paye pas n'importe quel prix. Maintenant, vous comprenez mieux avec la période actuelle que même si tu appelles le logiciel plus, je ne sais pas quoi, tu mérites, on ne paye pas plus qu'un multiple, on ne paye pas, il y a toujours un prix maximum qu'on pourrait payer. Et pensez en termes de rendement. Ce qui veut dire quoi? On me dit ici aujourd'hui que les, en date d'aujourd'hui, on me demande si je paye à peu près 246 $, c'est 3% de rendement. Comment ça, 3% de rendement? Si on me reverse la totalité des bénéfices nets en dividendes, j'aurai 3,33 et poussière. Si vous prenez 100 divisé par 30, enfin j'arrondis parce que c'est 32,7, ce sera encore plus bas que ça, vous aurez à peu près quelque chose par là. Maintenant, posez-vous la question de savoir, est-ce que j'ai de meilleures opportunités ailleurs? Est-ce que l'opportunité de croissance sur ce business justifie ce prix? Et comme d'habitude, vous savez que je préconise qu'on achète uniquement des business à un prix qui n'implique pas la croissance. Parce que tôt ou tard, la croissance va avoir tendance à nous décevoir. Elle va avoir tendance à ralentir. Donc ici, il y a beaucoup d'attentes sur le marché. OK? Et donc, on peut également voir que le marché s'attend à une certaine accélération en 2026 par rapport aux bénéfices nets ajustés. Si on check à peu près les free cash flow, on a à peu près quelque chose sur ces tendances-là. Si on a les cash flow opérationnels ici. Alors, pour ce business, je vais l'évaluer en prenant les cash flow opérationnels. Je sais qu'elle peut au moins, c'est une entreprise qui peut se négocier au moins à 15 fois les cash flow opérationnels. Au moins à 15. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me fie aux attentes des analystes, vu que du point de vue cash flow, ils ont tendance à faire de bonnes prévisions sur une période de 2 ans, on pourrait s'attendre à 268 $. Enfin, euros l'action. Imaginez qu'on prenne les free cash flow. En termes de free cash flow, on va s'entendre qu'on va monter aux alentours des 20 fois les bénéfices au moins. OK? 20 fois les bénéfices au moins. D'accord? Donc, si vous voulez payer 25 fois également, ça vous concerne. Donc, c'est pour ça que, au lieu de. J'ai pris je me suis basé sur 15 fois j'ai pris comme référent ici les cash flows opérationnels. Et ici, j'ai pris les cash flows opérationnels attendus en 2028. Et il faut toujours vérifier une chose. Il ne faut pas juste prendre j'ai pris les cash flows opérationnels attendus en 2028. Est-ce que le business est assez prévisible pour justifier cela? Pourquoi est-ce qu'on s'attend à des cash flows opérationnels à ce niveau-là d'ici 2028? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Donc ça, ce n'est que de l'information. Et là, on va aller chercher la confirmation dans le bilan. Donc, parce que ici, en tant qu'actionnaire, on aime bien, euh, excusez-moi du terme, on aime bien se m'assurer avec des chiffres. OK? Faites attention aux chiffres. Les chiffres, c'est bien, mais il faut faire parler ces chiffres-là. Donc, en date d'aujourd'hui, par rapport au cash flow opérationnel, je paierai, si je me base à peu près sur les attentes de 2028, vous pouvez constater ici qu'il n'y a que 2 analystes sur le dossier. Je ne dis pas que ces analystes-là, ils connaissent rien ou quoi que ce soit, non. On part du principe qu'ils connaissent mieux que nous, parce que ce n'est que ça qu'ils font toute la journée. OK? Et donc, si on se base ici, vous savez que moins on est nombreux, moins c'est robuste, moins l'estimation est robuste. OK? Et donc, je vais me situer à 2027. 20 fois les bénéfices de 2027, on tombe à peu près à 280 € l'action. D'accord? Pas 20 fois les bénéfices, excusez-moi. 15 fois les cash flows de 2027. Ça donne 215 $. Moins la dette nette. Ici, moins la dette nette, 215 moins la dette nette.
moins 23, 24 dollars de dette nette. Donc, je prends ça, 215 moins 24. Je tombe à peu près à 191 dollars par là. OK? 191. Pas mal. Donc, pour moi, je mettrai dans ma watchlist ici 191 dollars pour une entreprise comme Essilor Luxottica, tout en rappelant que c'est un excellent business. OK? Donc, je mets Collapse All. Expand, Collapse All. Qu'est-ce qu'on regarde ici? Parfait. La watchlist. Donc, je vais actualiser ça de façon de manière générale. Si vous avez accès à la watchlist, vous verrez que l'élément a été modifié ici. Donc, on a dit c'est segment de la santé. Et on était sur Essilor. Essilor. Voilà. Vous pouvez prendre le business à 25 fois les bénéfices comme vous voulez, hein, mais n'allez pas prendre 25 fois les cash flow opérationnels. Ok, la dernière fois, on était à 225 euros l'action. Je vais mettre 191. 191. Parfait. Et je mets la date d'aujourd'hui. Idéalement, c'est une entreprise que j'aimerais payer. Je dis bien idéalement. À un prix aux alentours ici des 170, en dessous des 180, 100, enfin, aux alentours des 170 euros. Ça, c'est mon prix à moi. C'est moi qui choisis le prix. Je ne vous ai pas dit que c'est la valeur. Et encore que la valeur dépend à peu près des éléments que vous allez mettre à l'intérieur et dépend également de la probabilité que ces éléments-là se réalisent. Donc ici, ce n'est pas parce que je marque que oh non, c'est 191 que ça vaut 191. Non. Voilà les éléments qui m'ont amené à ce 191. Maintenant, faites vous-même le même travail, mais avec vos propres éléments, dépendamment de vos lectures, etc. Parce que en lisant les rapports financiers, je peux ressortir de là avec un avis complètement différent, peut-être parce que je comprends la robustesse de cette croissance. Et selon moi, la croissance attendue sera peut-être bien plus élevée que ce qui est marqué ici, parce qu'il y a X, Y, Z. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une tendance de fond ici. Il y a de grandes chances qu'au prix actuel, que tu ne surpayes pas, mais on veut des deals. D'accord? Au prix actuel, si tu penses que c'est un deal, à toi de voir. Le dividende, il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. On te distribue la totalité des free cash flow ici en dividende. Qu'est-ce que tu auras comme rendement? Tu as du 3,15%. Actuellement, c'est 1,53 et ça pourrait même monter à un niveau plus élevé que ça. Point à la ligne. OK? Bref, c'est un bon business, mais au prix actuel, je pense que le marché a peut-être mieux à offrir, selon moi. OK? Et je cours, je me réserve pleinement le droit de me tromper. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent continuer la discussion, vous avez le lien vers le school. Pour ceux qui veulent monter en compétence, vous avez le bootcamp et si vous avez des questions, vous avez également une partie pour réserver un appel dans le groupe School. Pour les autres ici, merci, au revoir.